Et voilà, c'est parti pour notre dernière période avant l'examen qui va porter sur une autre librairie de gestion de base de données, donc l'ADO.net. Donc, on avait vu avant les vacances la librairie du Entity Framework. Hein, donc, le Entity Framework qui était ce qu'on appelle un ORM, un Object Relational Mapping, qui nous permettait d'utiliser nos connaissances de programmation orientée objet pour être capable de faire un lien, un mapping, c'est ça le principe du mapping, d'avoir une relation, une connexion directe entre les objets puis notre base de données. Donc ça nous permettait de écrire du code qui était directement du code orienté objet pour être capable de faire des transactions sur une base de données. On n'avait pas besoin d'utiliser de SQL pour utiliser le Entity Framework. Ben, derrière ça, il y a une autre librairie qui est en fait l'ADO.net. C'est la base en fait du Entity Framework. Donc, elle va me permettre aussi de faire des transactions avec une base de données, mais cette fois-ci, les transactions vont se faire d'une manière beaucoup plus standard avec des commandes en SQL qui vont nous retourner des résultats, puis nous, on va pouvoir interpréter ces résultats-là avec la librairie. Donc, le principe de l'ADO.net, c'est d'avoir... Hugo, juste une Oui. question. À la semaine du 15, après les examens, Mhm. est-ce qu'on va voir un autre modèle avec la donnette, avec un autre SGBD ou juste avec Oui. SQL? Non, dans le sens que là, on va revoir aujourd'hui ADO.net avec Avec SQLite. SQLite, oui, c'est ce que je vois. Puis c'est ça qu'on va voir en revenant la semaine du 15. Comment se connecter à d'autres SGBD. Exactement ça. Merci. Excellent. Donc, on va voir aujourd'hui le ADO.net qui va nous permettre de émettre des commandes SQL pour se connecter à une base de données quelconque. On va utiliser la même base de données qu'on a utilisée pour le Entity Framework. Comme ça va éviter d'avoir des installations à faire autres. Puis, on va voir justement dans nos cours supplémentaires comment se connecter à des SGBD comme Oracle ou Microsoft SQL Server. Donc, on va regarder aujourd'hui c'est quoi cette librairie-là, qu'est-ce qu'elle a besoin d'avoir, puis c'est quoi les genres de résultats, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec ces différentes commandes-là. Donc, c'est une librairie qui est comme externe, là, qui ne vient pas automatiquement avec nos projets standards. Donc, comme pour le Entity Framework, il va falloir rajouter cette librairie-là quand on a un projet qui veut l'utiliser. Donc, on va utiliser la même procédure qu'on avait faite auparavant. Donc, dans les outils, on peut aller dans le Package Manager, ouvrir le Package Manager Console, puis de celui-là, on va avoir euh, la possibilité d'installer la librairie. Donc, les différentes librairies vont dépendre de quelle base de données tu vas vouloir utiliser. Pour aujourd'hui, on va utiliser directement la librairie qui travaille avec SQLite qui s'appelle microsoft.data.sqlite. Donc, dans l'onglet de notre Package Manager Console, on peut faire le install package Microsoft Data.sqlite. Là, moi ici, je l'ai déjà installé. Là, fait que vous autres, si vous le faites pour la première fois, il devrait avoir un petit peu plus de texte qui découle. Mais une fois qu'on a cette librairie d'installer là, on va être capable de utiliser cette librairie-là, encore une fois, en utilisant le using au début de notre programme pour être capable de l'avoir. Ici, je lance une migration, ça n'a pas rapport. Et ouais.
Donc, on a notre programme, on peut le tester, juste comme d'habitude. OK. Donc, tout fonctionne, il n'y a pas rien de problématique. On est prêt à commencer à travailler avec cette librairie-là. Donc, le principe de ADO.net, c'est que ça va utiliser des objets spéciaux de la librairie pour être capable, premièrement, d'établir la connexion avec la base de données. Puis, une fois que la connexion va être établie, on va pouvoir émettre différentes commandes. Donc, le principe de ADO.net en tant que librairie générale, qu'est-ce qui va être intéressant, comme pour le Entity Framework, c'est que les éléments qu'on va voir aujourd'hui vont rester les mêmes quand on va travailler avec d'autres bases de données. Ou en tout cas, les concepts vont rester les mêmes. Des fois, les noms des méthodes ou les noms des éléments changent un petit peu, là, mais le principe de la librairie en général, puis c'est ça le but d'une librairie, c'est de faire un niveau d'abstraction par rapport aux implémentations spécifiques. Fait que le principe, c'est que ce soit avec SQLite, que ce soit avec Microsoft SQL Server ou que ce soit avec Oracle, le principe d'ADO.net, c'est que les différents objets qu'on va voir vont travailler de la même manière. Comme ça, l'utilisation d'une GBD spécifique devrait avoir peu d'impact sur le code ou c'est la manière de penser quand on utilise cette librairie-là. Fait que tous les éléments qu'on voit aujourd'hui, on va voir qu'il y a une petite variante ou une petite sauce SQLite, mais on va voir après l'examen, dans 2 semaines, que quand on va travailler avec d'autres SGBD, les changements sont minimes, puis la pensée, les affaires qu'on s'apprend se transfèrent facilement d'une SGBD à un autre. Fait que la première chose qu'on va faire quand on va travailler avec ADO.net, c'est d'avoir un objet qui va représenter la connexion à la base de données. Donc, il va falloir établir c'est quoi la base de données, où elle est, si avec des SGBD, si on a une authentification à faire, un nom d'utilisateur, un mot de passe, un nom de base de données dans la SGBD. Donc, tout ça se fait à la création de la connexion. OK? Donc, le principe, c'est qu'on va avoir un objet qui représente la connexion, puis qui va pouvoir avoir les différentes informations qu'on va pouvoir euh, associer à la connexion. Donc, soit avec SQLite, mettons l'emplacement du fichier, ou avec les SGBD, le nom d'utilisateur, l'adresse, le port, des choses comme ça. Donc, on a ici un petit exemple. Donc, pour travailler avec notre connexion, le principe fondamental, c'est qu'on va avoir l'objet SQLite Connection qui va être comme notre objet principal de la connexion, donc notre lien vers la base de données. Si on le regarde, le principe, c'est qu'on a, là ici, je viens de faire un pic là, pour voir la définition. Là. Donc, on peut aller voir que celui-là, c'est un constructeur, donc le nom de la classe elle-même. Puis, on a ce qu'on appelle le connection string. Donc, le connection string me permet de voir qu'est-ce que, ou enfin, la configuration qu'on va vouloir lui donner. J'ai une question de Saja. Oui, en fait, c'est pas une question juste si vous pouvez agrandir Le texte? l'écriture. Oui, certainement. Oui, merci. Allez dans mes références. Est-ce que cela est assez grand? Oui, oui, c'est bien. Merci. Excellent. Donc,
On a ici une connexion. Donc, ici, on a un var, là, juste pour ne pas avoir à réécrire le SQLite connection. Puis, on a besoin du connection string. OK? Fait que je pourrais directement l'écrire à l'intérieur ici. La convention, c'est de l'avoir préalablement pour être capable de spécifier qu'est-ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Okay? Parce que des fois, celui-ci, il va avoir plusieurs différentes informations. Là, pour notre cas spécifique, dans le cas du SQLite, on a juste besoin d'avoir l'information du data source. Okay? Donc, on veut savoir où se retrouve la base de données, hein, parce que si on se souvient, on a SQLite qui est juste avec un fichier quelque part. Donc, on peut avoir le nom d'un fichier ou sinon, dans ce cas précis avec SQLite, on peut spécifier que ça va juste être en mémoire. Okay? Ça veut dire que la base de données va juste exister durant l'exécution de notre programme, puis après ça, elle va disparaître automatiquement. Donc, ici, une fois qu'on a ça, on peut avoir l'ouverture de la connexion. Donc, de créer l'objet, ça n'établit pas la connexion tout de suite. Parce que des fois, après cette affaire-là, on pourrait, mettons, changer d'autres paramètres ou rajouter des éléments. Quand on est prête à établir la connexion, on peut utiliser la méthode open qui me permet de dire, OK, ben, cette connexion-là, avec cette configuration-là, c'est là que comme j'ouvre l'élément que le programme va établir la connexion pour travailler avec la base de données. Donc, quand j'exécute, en ce moment, il ne se passe rien, là, mais on n'a pas d'erreur. Ça indique que les choses vont bien. Si on veut juste avoir une base de données qui est à un endroit spécifique, on peut utiliser comme data source, à la place d'avoir un 2 points memory 2 points, on peut avoir l'emplacement de la base de données. Hein? Donc, un peu comme qu'est-ce qu'on avait fait avec le Entity Framework. Je peux ici changer le data source pour mettre un emplacement spécifique. Donc ici, en passant, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, là, mais le A commercial au début, hein, c'est une manière... oui? Là, commercial, c'est à distance, c'est en local. Hein, c'est quoi? C'est comme une adresse. Non, ben en fait, le principe du A commercial, c'est pour le cas spécifique, parce que si je ne le mets pas, si je fais juste dire que c'est une chaîne de caractères, on se souvient que le backslash est un caractère spécial qui dit que le prochain caractère, c'est un caractère comme, mettons, un backslash n pour un saut de ligne ou des choses comme ça. Donc, ça cause des problèmes où c'est qu'il faudrait que je mette des doubles backslash pour chacun. Donc, un peu comme quand on a utilisé le dollar guillemets, hein, qui me permettait d'avoir la chaîne avec une variable à l'intérieur, ben, le A commercial au début de la chaîne indique que il n'y aura pas de backslash quelque chose, il n'y aura pas de backslash n, il n'y aura pas de n'importe quel de caractères spéciaux. Donc, ça dit que la chaîne va être littérale, en fait. Okay? Donc, ça va directement prendre ça, puis faire aucune transformation à l'intérieur. Donc, c'est une manière rapide et facile de avoir une chaîne habituellement qui va avoir un chemin d'accès. Okay? Parce que ça cause des problèmes où c'est qu'il faudrait que je mette des doubles backslash, le copier-coller ne marcherait pas, c'est fatigant. Donc, on peut avoir ce principe-là qui me permet d'ouvrir
un fichier à un endroit spécifique, puis si je regarde en ce moment, OK, dans mon dossier, j'ai maintenant le test.db qui a juste été créé, il est vide en ce moment, OK, il n'y a rien à l'intérieur. Donc, une fois qu'on a ça, ici, si on fait juste se donner l'exemple, juste pour démontrer que la connexion fonctionne, on va aller voir plus en détail qu'est-ce qui se passe avec ce code-là. Là. Mais ça l'exécute une commande, donc ça fait un select okay, à l'intérieur. Puis on peut voir ici le résultat du select pour démontrer que la connexion a bien été établie, puis on est capable de voir quelque chose. Fait que, on a cette prémisse-là, OK? On a le principe d'une connexion. Donc, on se crée un objet de connexion qui va avoir l'information de notre connexion. Avec le SQLite, on a besoin de spécifier le data source, qui va être en fait l'emplacement de la base de données, soit l'emplacement du fichier, ou sinon, on peut aussi utiliser le memory pour juste dire qu'elle est en mémoire, puis elle va être effacée à la fin de notre exécution de programme. Fait que ça, c'est juste le départ. On a notre programme qui a ouvert une connexion, puis qui a été capable d'établir cette connexion-là. Une fois qu'on a cette prémisse-là, on va vouloir exécuter des commandes sur notre base de données. Fait que pour être capable de faire ça, on va créer un objet qui va représenter la commande, puis qui va pouvoir l'exécuter. Donc, le principe ici, c'est qu'il faut se créer un nouvel objet okay, qui va être dans la famille, qui va être ce qu'on appelle un DB command. Mais là, le nom de l'objet va dépendre de la SGBD, de la base de données qu'on utilise. Donc, si on est avec une base de données SQLite, ça va être un SQLite command. OK? Donc, le SQLite command, si on le regarde, juste pour voir le principe, on va voir qu'il y a plusieurs constructeurs. Donc, on va voir qu'on peut le mettre avec un comment text, on peut le mettre avec un comment text puis une connexion. Puis plus bas en fait, là, on en a un autre qui va être juste, en fait, lui, là, on va voir que lui n'a juste aucun paramètre. OK? Fait qu'on va voir que la SQLite command, ça peut soit être construit directement, sans paramètres, soit avec un comment text, soit avec un comment text puis une connexion, ou soit avec un comment text, une connexion puis une transaction, mais nous autres, on n'ira pas voir au niveau des transactions dans cette période-ci. Fait que le principe, c'est j'ai besoin d'avoir deux informations. Une qui va être la commande, la requête. OK? Fait qu'on peut faire ici, encore une fois, une variable intermédiaire là, qui va être la commande. Puis la deuxième, c'est cette commande-là, elle va être appliquée sur quelle base de données? Elle va être appliquée sur quelle connexion qu'on a établie. Donc ici, c'est là qu'on va utiliser notre objet de connexion, qui va être comme le lien vers notre base de données, puis qui va être capable de représenter notre commande avec une commande, donc une commande SQL là, que tu pourrais taper comme dans n'importe quelle autre base de données. Donc ici, ça fait un select d'une procédure interne qui fait juste sortir le résultat de la version de la base de données, puis qui va se faire sur la connexion. Donc, on va voir dans quelques instants comment faire des
commande qui, mettons, pourrait créer une table, faire des insertions, des choses comme ça. Là, on fait juste voir une version de base. Quand on va vouloir... Ah oui, si on crée notre objet de manière vide, hein, donc on peut créer un objet sans avoir ces paramètres d'entrée-là. Pour être capable d'utiliser cette commande-là, il va falloir que je fasse un set, en fait, que j'assigne la commande et la connexion. Donc, c'est en fait des propriétés de cet objet-là. Donc, on peut, hein, comme on a vu avec la programmation orientée objet, utiliser la connexion. Puis si, mettons, quand je fais ce point-là, puis on regarde c'est quoi la connexion, hein, on peut voir que la connexion, c'est effectivement une propriété avec un get et un set. Fait que je peux directement dire que indirectement, en fait, à travers la propriété, plutôt qu'à la construction, dire que la connexion, c'est la connexion que j'ai établie préalablement. Puis, je peux dire aussi que le command text, OK? Donc, c'est la commande SQL que je veux faire. Donc, je veux que le command text soit le statement que j'ai établi préalablement. Hein? Dans ce cas-là, le SQLite version. Là, ici, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que de juste créer la commande, puis d'établir les différentes propriétés, c'est pas ça qui va exécuter la commande. Là, on fait juste comme la préparer, on fait juste établir ça va être quoi la commande qu'on a besoin de faire. Donc, une fois qu'on a la commande qui a sa connexion et le texte de la commande, on va pouvoir exécuter cette commande-là. Donc, on va avoir différentes méthodes qui vont nous permettre d'exécuter les différentes commandes. Donc, dépendamment de qu'est-ce que tu vas recevoir, c'est différentes méthodes qui vont être utilisées pour exécuter cette commande-là. Fait que on a 3 méthodes majeures. Là. Il y en a d'autres plus complexes que nous, on ne verrons pas. Mais il y a 3 méthodes majeures qui vont nous permettre de regarder puis établir c'est quoi les différentes méthodes à utiliser pour l'exécution d'une commande. Donc, on a ici, puis ça va dépendre en fait du nombre de retours que tu vas avoir, le nombre de lignes de retour que tu t'attends à avoir. Fait qu'on a ici le execute non-query. Donc, si ce n'est pas une requête, si c'est juste une instruction, donc création d'une table, insertion de valeur, des choses comme ça, on peut utiliser le non-query pour avoir aucun retour, puis juste dire voici la méthode, fais-la, OK, j'ai pas besoin d'avoir d'informations supplémentaires. Si on reçoit juste une valeur, donc habituellement, quand on fait un select sur une procédure ou quand on fait un select qui va sélectionner juste un élément, je peux avoir le execute scalar. Donc, en fait, c'est ça qui se passe quand ici j'exécute le select avec une procédure. Ça va juste me retourner un élément, donc une ligne, une colonne avec juste un texte à l'intérieur. Donc, si je veux utiliser, si on revient à notre exemple initial, si je veux utiliser ma commande, ce que je peux faire, c'est avoir la commande qui exécute ça, puis qui va avoir un scalaire de retourner. Donc, si je regarde cette méthode-là, on peut voir que ça retourne juste un objet, okay, parce qu'on ne sait pas c'est quoi, hein, parce que ça pourrait être une chaîne de caractères, ça pourrait être une valeur numérique.
Fait que on voit ici que ça retourne la première colonne du premier résultat ou sinon nul. Hein? Fait que c'est vraiment le principe quand ça retourne juste un élément qui est une ligne, une colonne, juste c'est execute scalar. Donc ici, le principe, c'est qu'on peut facilement le traduire si on veut l'afficher, là, OK, en chaîne de caractères. OK, fait que je peux le convertir en chaîne de caractères. Puis là, je peux avoir le résultat derrière. Une fois que j'ai ça, je peux avoir l'exemple qu'on avait tantôt, qui va prendre le résultat, puis qui va l'afficher dans un right line. Là. OK? Donc, on peut voir ici que j'ai eu la connexion à ma base de données. J'ai eu une commande. Avec la commande, je peux exécuter la commande, puis reprendre le résultat derrière. Fait que ça, c'est quand j'ai une seule valeur possible. Là, ici, ça me donne un warning là, parce que ça se peut que ça me donne un résultat nul s'il n'y avait pas eu de réponse. Mais nous autres, on sait qu'il y en a un dans notre cas, fait que c'est pas problématique. Si on regarde, admettons, le execute non-query, ça va être quand je vais faire, admettons, des créations de tables ou n'importe quoi qui n'a pas de retour. Puis le dernier, ça va être le execute reader. Quand j'ai plusieurs retours, donc quand j'ai plusieurs lignes, ça nous retourne un objet spécial qu'on va pouvoir travailler avec pour aller chercher dans les résultats. Donc ça, on va aller le voir un petit peu plus en détail dans quelques instants. Par contre, on va aller tout de suite regarder le principe du execute non-query. Fait que si, admettons, je veux me créer une base de données, OK, avec un programme avec le ADO.net, on peut avoir, admettons, l'exemple suivant. Admettons qu'on le recopie et on va le mettre ici pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, le début reste le même. Hein? Donc, j'utilise ma librairie, je me connecte à ma base de données avec un emplacement spécifique. Je crée une commande. J'établis c'est quoi la Thibaut, connexion. pour le Ouais. test DB, la base de données, est-ce que vous l'avez déjà créé ou... Non, le fichier n'a pas besoin d'être créé. Fait que ici, là, il est déjà là parce qu'on l'a fait tantôt, là, mais si... oups, ici, on va fermer ça parce que j'avais ouvert. Mais je peux le déliter. J'ai essayé Puis s'il n'existe pas, quand je l'exécute, quand il va faire le open, lui, il va venir le recréer automatiquement. Mais est-ce que le répertoire, est-ce qu'il il faut qu'il existe? Oui, il faut que le répertoire il existe ici. Là. Donc, je me suis juste mis dans mes documents Ouais, directement. j'ai changé, j'ai fait un répertoire existe sur mon Ben, ordinateur, mettons, mais si je fais... ça n'a pas marché. ouais, c'est ça. Là. Si je le fais comme ça, on peut voir que à ce point-là, il n'est pas capable de créer parce que Parce qu'il n'a pas effectivement, trouvé le répertoire. exactement. Lui il est juste capable de créer le fichier, il n'est pas capable de créer les répertoires. D'accord. Super. Fait qu'on a même question qu'on avait dans le chat. Donc, le test DB, s'il n'est pas là, tant que les répertoires sont là, ça va être créé automatiquement. Fait que après ça, donc, on peut se créer la commande. À cette commande-là, on la lie à la connexion, hein, qui est la connexion qu'on a ouverte, qui est le lien justement vers ce fichier-là. Puis, une fois qu'on a fait ça, si, admettons, on voudrait créer une nouvelle table. Fait que je peux utiliser la même commande, juste changer le texte de la commande, puis l'exécuter par la suite. Hein, comme ça va garder la même connexion. Fait que si on regarde ici, on a différentes
commande en SQL. OK? Donc, un drop table, juste pour s'assurer que c'est là, on la delete. On a le create table, hein, avec 3 colonnes, un ID, un name, un price. Puis une fois qu'on a fait le create table, hein, encore une fois, en ayant le command text, puis en appelant le execute non-query, hein, donc le execute non-query, on se souvient, c'est un, voyons, une méthode qui permet d'exécuter la commande, puis que cette commande-là, habituellement, n'a pas de résultat en retour. Par contre, si on regarde, on a quand même un élément là. Si on fait des insertions, si on fait des mises à jour, si on fait des choses qui ne retournent pas des résultats, mais qui ont des modifications, ça va quand même retourner un entier qui va être le nombre de lignes qui ont été affectées. Hein, donc, avec une insertion, c'est 1. Dans un update, ça va me dire 0 à le nombre de lignes, et ainsi de suite pour la problématique. Donc, on peut avoir ici les différentes commandes. Donc, ici, j'ai fait plusieurs insert into. On aurait pu très bien avoir des values qui seraient juste un méga comment text, hein, dépendamment de ce que la base de données est capable de faire. Oui. Juste pourquoi on a mis le at, c'est quoi le caractère spécial ici dans cette C'est juste pour commande-là? faire le saut de ligne, pour que ça soit plus, pour que ça fitte à l'intérieur de la. OK. OK. Fait qu'ici, fait qu'ici, tu sais, si on voulait, là, on pourrait très bien faire ça comme ça, puis ça ferait la même chose. Donc, ici, on a plusieurs insertions, hein, qui va se faire dans le test.db. Fait que quand j'exécute ça, je peux voir ici qu'il n'y a pas eu d'erreur. OK, ça semble ça être bien passé. Puis, si je regarde, on avait utilisé la dernière fois avec SQLite notre DB browser. Fait qu'on va réutiliser ce logiciel-là. Donc, on va regarder notre DB de test. On peut voir qu'on a effectivement une table qui s'appelle Cars. Puis, si je regarde à l'intérieur de cette table-là, je peux voir que j'ai les différentes insertions. Je le mets sur le côté. Oups. J'ai arrêté le partage. Pendant ce temps-là, j'ai une question de Hamid pendant que je repartage. Oui, c'est juste, comme il a dit tout à l'heure, Hamza, c'est pour le lien pour le fichier source. Parce que chacun il a un chemin pour se rendre au document, c'est pas tous les mêmes. Oui, effectivement. Là. Donc, ça ici, c'est Il le faut le nom de mon spécifier parce que c'est utilisateur. Là. ça. Parce que Exact. si on fait copier-coller, on va tomber dans des erreurs. Exact, exact. Donc, faire attention, là, ici, ça, c'est mon nom d'utilisateur de mon ordi. Là. Donc, c'est à vous de choisir un dossier qui est fonctionnel pour vous. Mais on peut voir qu'on a l'insertion des différents éléments qui s'est faite à l'intérieur de la base de données. Donc, on a la connexion qui s'est faite, la création d'une commande. Donc, on n'a pas besoin de créer plusieurs objets de commande. On a juste besoin de changer le texte de la commande puis de l'exécuter par la suite. Donc, on change le texte, on l'exécute. On change le texte, on l'exécute. On change le texte, on l'exécute. Puis, à la fin, on peut voir que dans le fichier lui-même, le résultat est disponible. Super. Fait que on est maintenant capable de se connecter à une base de données, dans ce cas-ci SQLite, de créer des commandes et d'exécuter les dites commandes. On va prendre une première petite pause de 10 minutes, puis en revenant,
on va aller voir comment avoir des commandes qui vont avoir des éléments variables à l'intérieur. Puis ensuite, on va aller voir comment faire des lectures de différents éléments. Avant ça, j'ai une question de Saïd. Oui, bonjour Hugo. Juste pour le using var, pourquoi on n'utilise pas comme une déclaration de variable Ah, normale comme les strings, comme c'est le même principe en fait. OK, donc ça ne change rien. Le using ici, c'est juste que des fois, si tu veux utiliser des try-catch, ça va être plus facile avec le using. Mais il n'y a pas de différence avec la nomenclature normale qu'on utilisait auparavant. si. Ok, mais si jamais on ne veut pas utiliser le using var, on va mettre quoi à la place? Ben, le principe, c'est qu'on déclare la variable quand même. Fait qu'il faut la déclarer avec le bon type, hein, le type qui va être le même type que le constructeur. Ok. Et using var, c'était juste pour les catcher les exceptions, c'est ça? Exactement, exactement. Là, c'est que j'ai pris des exemples qui étaient plus complexes que j'avais. Ok. Ok, ben, je n'ai pas compris pourquoi, mais Le principe ici, c'est montrer un exemple plus direct. Instant. Ouvre. Euh, Est-ce que nous sommes en pause ou... non, ici, c'était comme ça. Je vais juste montrer l'exemple qui utilise le using dans un élément plus complexe. OK? Donc, habituellement, ça ressemble plus à ça ici, là, où c'est que tu fais le using, puis là, tu fais un bloc pour dire à l'intérieur, j'ai un try avec le catch s'il y a eu des éléments. Donc, c'est comme s'il y a eu des erreurs, on peut dealer avec, là. Mais moi, je voulais voir un exemple plus simple pour être capable de comme plus facilement comprendre le cœur de la chose, là. Fait que moi, j'avais comme pris ces exemples-là, puis je les avais trimés, là, mais le using, je l'avais juste laissé là, à place d'utiliser la déclaration qu'on avait vue auparavant. Hugo, C'était juste pour ça. la plupart du temps, quand on exécute Redress, on l'utilise avec une boucle, je pense, parce qu'il y a plusieurs éléments. Ben, là, ici, il n'y a pas de book encore parce qu'on n'a pas fait, mettons, de lecture, là. Ouais. Mais effectivement, là, on s'en va par là, là où c'est qu'il va y avoir une book à l'intérieur, là, mais c'est en revenant de la pause qu'on va regarder ça. ok, merci. Parfait. Donc, on se prend une petite pause de 10 minutes. Fait que on revient après la pause à 9h05. On va mettre dans le chat pour s'en souvenir. À tout de suite.
on est de retour. Donc, on vient tout juste de voir comment travailler avec la librairie ADO.net, plus spécifiquement avec la version qui travaille avec une base de données de type SQLite. Donc, on a vu la première étape qui était la connexion à la base de données qui utilise ce qu'on appelle un connection string, donc une chaîne de connexion qui va indiquer toutes les configurations par rapport à la connexion qu'on veut établir. Ensuite, on a vu le principe de commande. Donc, on a un premier objet de connexion, puis on a un deuxième objet qui représente une commande SQL qui va avoir deux éléments fondamentaux. Le premier, ça va être un lien vers la connexion. Puis le deuxième, ça va être la commande à exécuter. Une fois que la commande a ces deux informations-là, on peut utiliser des méthodes d'exécution sur la commande qui va me permettre d'exécuter la dite commande sur la base de données qu'on a reliée avec la connexion. Donc, on a vu les exécutions sans requête. Donc, dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas de résultat si on fait des modifications ici. Là. Donc, mettons qu'on prend l'exemple. C'est pas ici que je veux faire ça. Donc, le execute non-query me retourne le nombre de lignes qui a été modifié. Donc, si, mettons, je prends le dernier insert, puis je demande il y a combien de lignes qui a été modifié avec celui-là, ça devrait me dire qu'il y a eu une ligne modifiée avec cet élément-là. OK? Donc, si on veut avoir d'autres commandes, les updates, les deletes, SQL, tout ça, ça devrait aussi être capable de travailler. Fait que, mettons ici, on pourrait dire, si on veut juste donner un exemple, où c'est qu'on prend ce résultat-là, on le met de côté. Qu'est-ce qu'on a comme prix? Mettons qu'on va mettre 25 000. Tu as mis 250 000, non? Ouais. Puis, il y a pas de chose, comme ça. C'est la commande. Et là, on va dire comme ça. Fait qu'ici, un exemple, c'est qu'on ferait plusieurs modifications. On peut voir que dans ce cas-ci, OK, il y a fait une modification sur 5 lignes. Le résultat m'indique le nombre de lignes qui a été modifié. Qui en fait la même information que qu'est-ce que vous avez quand vous faites des requêtes là, directement dans des GBD. Là, ça dit modified number of lines, blablabla. J'ai une question de Javier. Oui, au lieu de montrer le nombre de lignes, comment pourrait montrer-il l'information, les données de lignes, par exemple, dans ce cas-là, supprimées? Mm-hmm. Donc, quand on fait des modifications de table, on ne peut pas savoir quel élément va être, dans le sens qu'on ne peut pas avoir les informations
des éléments qui ont été touchés. Okay? Donc, quand tu fais des inserts, quand tu fais des updates, quand tu fais des deletes, tu ne peux pas voir c'est quoi l'information. Tu peux juste savoir le nombre de lignes qui a été modifié. Si tu veux savoir des informations, il va falloir faire un select qui va être en fait notre execute reader qui va nous donner un objet spécial qu'on va aller voir dans quelques instants. Fait que quand on veut faire des selects puis qu'on a plusieurs informations puis qu'on veut traverser ces informations-là, c'est une autre procédure qu'on va aller voir dans quelques instants. Mais quand on fait des modifications de table avec les inserts, les updates, les deletes, il n'y a rien qu'on peut aller voir autre que le nombre de lignes modifiées. Super. Fait que avant d'aller voir le Execute Reader, on va aller voir un élément intermédiaire qui va être la configuration de paramètres, ce qu'on appelle des prepared statements. Donc, on a ici, mettons, j'enlève le delete pour l'instant. On fait juste exécuter ça. Qu'est-ce qui c'est? Ah oui, il n'existe pas. OK, c'est bon. Puis là, ici, si je regarde celui-là, je peux voir que j'ai la base de données. Fait que on peut mettre ça de côté. En fait, ça ne dérange pas. On va juste travailler après. On va travailler après. Puis, ici, ce que je veux faire, c'est être capable de, mettons, faire une saisie ou faire un élément variable par rapport à l'insertion. OK? Fait que j'ai, admettons, là, le principe, c'est que là, j'ai déclaré des variables directes, là, mais ça aurait pu être des lectures au clavier, ça aurait pu être aller chercher l'information de quelque part d'autre, ça aurait pu être un calcul, ça aurait pu être lu d'un fichier, ça aurait pu être lu d'une autre base de données. Hein. Le principe ici, c'est que j'ai des informations qui peuvent être variables, puis je veux insérer ça dans la base de données. OK? Fait que notre premier instinct, ça serait possiblement de construire la chaîne de caractères avec ces éléments-là. Hein? Donc, on pourrait dire, OK, ben, j'ai mon command text, puis là, je vais faire insert into cars, avec name price. Puis là, pour les values, je vais faire, ben là, je vais dire, OK, pas de problème, je vais mettre un $. Puis ici, je vais mettre name. Puis ici, je vais mettre price. Hein? Fait que on utiliserait ici la construction d'une chaîne de caractères pour faire ça. Donc, OK, donc je le marque tout de suite. On ne veut jamais faire ça comme ça. Pourquoi? Parce que quand on travaille avec les bases de données, on veut faire attention à c'est quoi le genre d'information que je veux mettre à l'intérieur. Puis quand je reçois une information qui est variable, quand je reçois une information qui vient de l'extérieur, ben, je peux jamais garantir qu'il n'y a pas quelqu'un de malicieux qui va commencer à faire quelque chose avec ça. Donc, ici, ce qu'il faut faire attention, ça serait qu'est-ce qui arrive, OK, si à la place d'écrire name BMW, j'écris quelque chose de même. Mais qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Ben, lui, ce qu'il va faire,
hein, c'est qu'il va prendre ça ici, puis il va venir faire quoi? Il va venir l'insérer, hein, à cet endroit-là ici. Puis là, si je regarde ma gentille commande de tantôt, qui était le Insert into Cars, elle va se faire. Mais je peux voir ici que j'ai inséré un point-virgule. Hein, ce qu'il va faire comme plusieurs commandes l'une après l'autre. Puis, il va après ça faire un drop table. Puis, après ça, il va utiliser le double tiret, hein, le double tiret qui indique que c'est un commentaire, ce qui va faire en sorte que le restant de la ligne ne sera pas pris en compte. Fait que ça ici, ce que je viens de démontrer, là, c'est ce qu'on appelle dans le verniculaire de sécurité une injection SQL. Donc, ça ici, c'est quand tu ne fais pas attention, puis que tu prends une information qui vient de l'extérieur, OK, qui vient d'un élément variable, puis que tu l'insères directement dans une commande. Donc, c'est hautement dangereux. C'est la source de la majorité des failles de sécurité des bases de données. C'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix. OK? Donc, on ne va jamais, au grand jamais, utiliser l'interpolation de chaîne dans la commande. OK? On ne veut jamais faire ça. C'est mauvais. OK? On se met ça de côté. Fait qu'on ne veut pas directement utiliser les informations pour être capable de les ajouter dans la commande. Fait que la question, c'est comment est-ce que je fais d'abord pour avoir des informations variables dans une commande, puis être capable de rajouter ces informations variables-là de manière sécuritaire. Fait que pour répondre à cette fonctionnalité-là, on va avoir des commandes préparées, des prepared statements, des requêtes préparées. Fait que le principe, c'est que dans la librairie d'ADO.net, il y a des méthodes spécialisées pour être capable de dire ça, c'est quelque chose de variable, puis voici comment je vais le rajouter, puis lui, il va faire des tests automatiques pour s'assurer que même si quelqu'un essaie de faire quelque chose de malicieux, hein, quelque chose qui n'est pas supposé, ça va le bloquer automatiquement. Okay? Donc, c'est pour des raisons de sécurité qu'on utilise les requêtes préparées. Fait que, comment est-ce que ça a marché, les requêtes préparées? Donc, on a notre command text. Ce n'est pas interpolé, donc c'est une chaîne de caractères normale. On y va normalement dans la partie non variable. Il manque un S ici. Puis, quand vient le temps de spécifier quelque chose de variable. Donc, dans la librairie, on va avoir une syntaxe spéciale pour représenter les éléments qui sont variables dans une commande. Donc, dans SQLite, ça va être le A commercial qui va représenter voici comme une variable. OK? Donc, je mets une variable, puis ensuite, OK, je donne un nom à cet élément-là. OK? Donc, ici, je mets l'élément variable, puis là, je l'ai appelé patate. OK? Puis, on peut avoir ici un autre élément variable que je pourrais appeler maison, mettons. Donc, ici, c'est vraiment juste pour démontrer que une fois que j'ai mis le A commercial, c'est moi qui décide le nom par la suite. C'est comme un nom de variable que je déclare. Une fois que le command text a ces éléments variables-là à l'intérieur, je vais pouvoir aller rajouter les éléments que je veux à l'intérieur de ces éléments variables-là. Donc, je veux remplir patate, puis je veux remplir maison, hein, qui sont en fait le nom et le prix. Là. On va les changer tantôt pour les bons noms. Là. Je veux juste vraiment faire la distinction des éléments que nous, on nomme par nous-mêmes. Donc, dans la commande, on a les
la liste des différents paramètres, hein, les paramètres variables. Puis, on va avoir une méthode qui est add_with_value. Donc, add_with_value qui va prendre le nom du paramètre et sa valeur. Donc, le parameter name et la valeur du paramètre. Donc, ici, je peux dire, je veux avoir le paramètre patate. Puis, dans ce cas-là, je veux que ça soit la variable que j'ai spécifiée préalablement. Puis, pour le deuxième, il faut le refaire. Pour maison, j'ai dans ce cas-là le prix hein, qui est seté. Là, ici, j'ai seté juste dans une variable, mais ça pourrait être une saisie, ça pourrait être lire dans un fichier, ça pourrait lire dans une autre base de données, ça pourrait être le résultat d'une autre requête. Donc, on a ici l'ajout des éléments variables à l'intérieur. Là, il faut faire attention quand on a des requêtes préparées, des prepared statements, on a une dernière étape à faire avant de pouvoir exécuter la requête. Donc, lui, il va falloir qu'il fasse ses tests de sécurité, s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Donc, il faut préparer la commande avant de pouvoir ensuite l'exécuter. Donc ici, si on remet les noms moins fancy, plus spécifiques à notre élément. Donc, je peux exécuter ça. Ça l'a créé. Puis là, si je regarde dans ma base de données, puis que je la rafraîchis, je peux voir que j'ai rajouté un dernier élément qui est une requête avec des paramètres variables que j'ai remplis, que j'ai préparé pour s'assurer de la validité, pour s'assurer que du point de vue sécurité, il n'y a pas de problème. Puis, une fois que tout était prêt, beau, j'ai pu exécuter la requête, ce qui l'a établi dans la base de données. Donc, on a les requêtes préparées, hein, les prepared statements, avec des éléments variables. Encore une fois, ça, c'est pour éviter l'interpolation qui est extrêmement dangereux, qu'il ne faut jamais, jamais, jamais faire. J'ai une question de Rim. Donc ici, par exemple, au niveau de la déclaration de name et price, lorsqu'on a mis le BMW et la 36600, si par exemple au niveau du nom, ici, à l'intérieur du double quote, on a mis un texte n'importe, comme tout à l'heure, par exemple, drop, je ne sais pas quoi, les deux tirets. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est-à-dire l'ajout de le at, name et price, qu'est-ce que ça va faire? Comment il va le bloquer? C'est-à-dire comment il va s'en apercevoir qu'il y a une chaîne qui a été introduite d'une manière illicite, mettons. fausse. Ouais. Voilà. Excellente question. Le principe, en fait, c'est pas vraiment qu'il va détecter qu'il y a une problématique puis l'arrêter. C'est plus qu'il va s'assurer que le type va être respecté. Fait ici, si ça, c'est le name, puis que ça va là, lui, il va mettre des éléments additionnels dans la requête là, pour faire en sorte que ça soit délimité, puis que ça soit respecté comme étant une chaîne. Fait que si je retourne à l'intérieur, le principe ici, c'est que la chaîne devient la chaîne que j'ai rentrée. Même si, si j'avais rentré dans une requête normale, ça aurait changé le principe de la requête. Là, ici, ça va dire non, non, c'est ça que tu as marqué, c'est ça qui s'en va dans cette colonne-là. Donc, le principe ici, c'est que lui, il rajoute des éléments pour s'assurer que
il n'y ait pas de confusion par rapport à qu'est-ce qui est la partie variable, puis qu'est-ce qui est la partie de la commande elle-même. Quand on Est-ce fait qu'il de peut les l'interpolation de corriger chaîne, ou non. avertir s'il y a quelque chose s'il y a une chaîne qui ne respecte pas le type là, est-ce qu'il va faire il va avertir de, de cette erreur-là ou non? Attends, si on fait quelque chose comme ça, et je pense que dans celui-là, ouais, ça. Le SQLite n'est pas capable de faire euh, ce check-là parce qu'il n'y a pas de type spécialisé dans ces colonnes. C'est une de ses faiblesses. Là. Eh bien, on va voir quand on va le faire avec les SGBD dans 2 semaines. Là, on va voir que ça va générer une erreur, puis on va pouvoir la catcher pour la gérer, donner un message d'erreur, avoir plus d'informations, des choses comme ça. Donc, c'est quoi l'ajout ici de la variable à commercial name et à commercial price? C'est-à-dire comme si c'est une étape qui est ajoutée, mais qu'on ne voit pas qu'il y a quelque chose qui a changé Ben, on ne voit au pas qu'il y a niveau quelque chose de weird, de la mettons. mise à jour. Ouais. Exact. Il est juste capable de s'assurer que ça ne sera pas mauvaisement interprété comme si ça faisait partie de la commande. Ça fait juste s'assurer que la partie de la valeur reste juste dans la valeur. Tu sais. Et la commande prépare, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle, en fait, ce qu'elle va faire, c'est que elle va faire la construction de la vraie chaîne de caractères. Donc, c'est là, ici, le principe, c'est que ça rajoute justement des doubles guillemets, des backslash pour être certain que comme il n'y ait pas d'affaires bizarres. Là. Fait que quand on fait prepared, c'est que lui, il va prendre toutes les informations puis il va construire la vraie chaîne qui va être envoyée à la base de données. Donc, comme s'il fait le check, c'est ça? C'est-à-dire Exact. la chaîne de caractères est correcte ou le type il est correct, c'est ça? Au Exact. niveau du prepare. OK. Là, ici, C'est nous autres, c'est- à SQLite, il n'y a pas beaucoup de préparation. Là. Ça fait juste transformer la chaîne. Là. Mais dans d'autres GBD, ça devient plus robuste. OK, merci. J'ai une autre question de Saïd. Oui, comment avec le même principe de requête qu'on préparait, comment on peut passer les checks puis les contraintes? Mhm. Donc, pour ces éléments-là, ça va être au niveau de la base de données. OK? Donc là, ici, ça va être lui qui va pouvoir faire une exception. OK? Donc ici, si, mettons, on change quelque chose. Euh, 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 si je veux... Si je crée ma table, mettons, je fais... chose de même. C'est legit, ça? OK? Puis, admettons, ici, on dit... OK, fait que là, j'ai fait vite. Attends, je reviens. Donc, pour répondre à Saïd qui dit, OK, qu'est-ce qui arrive quand on commence à avoir des problèmes d'intégrité par rapport aux contraintes de la base de données elle-même? Hein? C'est bien ça ta question, là. Donc, ici, on rajoute un check. Hein? Puis, sur le prix, on veut que le prix soit positif. Un check bien standard. Puis, on se dit, OK, quand je vais essayer d'insérer quelque chose qui va briser cette contrainte d'intégrité, qu'est-ce qui va se passer? Excellente question. Donc, ici, si on regarde le execute non-query, hein, on a dit que ça retourne le nombre de lignes, mais je peux voir ici que ça se peut que ça sorte un SQLite exception. OK? Puis, si j'essaie d'exécuter mon programme, là,
ça l'arrête, puis ça l'a généré un SQLite exception. C'est quoi le message du SQLite exception? Je peux voir check constraint failed, price plus grand que 0. Fait que dans ces cas-là, si, admettons, nous autres, on veut tester la contrainte, hein, puis s'assurer, on peut avoir le try catch. Peux-tu avoir le. Non. Oh, 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 oh. Comme ça, puis nous autres, on se donne. Et on va se donner le SQLite. Non. C'est quoi le nom de la chose? Found. Hein, donc là, on retourne dans nos principes de try-catch. Puis là, on peut voir que si j'ai un SQLite exception, je peux aller voir le message. Puis ça va me dire le message, j'ai essayé de mettre quelque chose qui brisait la contrainte, puis qui a fait en sorte que la commande n'ait pas été exécutée. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Parfait. Juste une question. Où on a précisé la contrainte? Ici, c'est à la création de la table. Donc, j'ai littéralement mis la contrainte comme un check à la création de la table. D'accord. Merci. Parfait. Donc, puis évidemment, si on met quelque chose de correct, il n'y a pas d'exception. Hein, c'est juste rajouté à l'intérieur normalement. Super. Donc, on a maintenant le principe des requêtes préparées. La dernière chose qu'on va regarder, ça va être comment aller travailler avec des selects qui me donnent plusieurs résultats. Hein, donc, on avait vu qu'on a le select qui a un seul résultat. Je peux utiliser le execute scalar. Mais si j'ai un select avec plusieurs résultats, comment est-ce que je fais pour travailler avec ça? Fait que le principe, c'est qu'on va se créer une commande qui me permet d'avoir. Quand on avait fait un delete avec ça, là, on va faire le select where price est plus grand que. Fait que on a un select avec une condition qui va me retourner une panoplie d'éléments. Fait que pour être capable de réussir à faire ça, il faut que j'utilise le execute reader. Donc, le execute reader va me retourner un data reader, qui est dans ce cas-ci un SQLite data reader, que je vais pouvoir utiliser pour aller comme regarder les résultats. Fait que le principe, c'est j'ai ça, mais j'ai besoin de sauvegarder ça quelque part. OK? Donc, lui, ça va être un peu le représentant de mes résultats. Fait que quand tu fais une commande quelconque, là, hein, fait que, je fais un select
cars where price est plus grand que 25. Quand j'exécute ça, Select étoile, non? tu vois, oups, je ne vais pas imprimer ça. Désolé, là, j'ai perdu mon SQL à matin. C'est la COVID. Donc, le principe, hein, c'est que ça va me retourner un paquet de réponses. Quand je travaille avec le reader, le principe du reader, c'est que lui, il va avoir le bundle d'informations, puis il va me permettre de sélectionner une ligne à la fois le résultat. Fait que le principe, c'est quand je vais commencer, là, j'ai tout d'une shot, je ne peux pas aller lire rien. Puis moi, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle un curseur qui va pouvoir dire, va sélectionner la première ligne, là, je vais aller chercher ce que j'ai besoin. Une fois que j'ai fini de travailler avec celle-là, va lire la prochaine ligne, je vais aller chercher ce que j'ai besoin. Va chercher la prochaine ligne, je vais chercher ce que j'ai besoin. Va chercher la prochaine ligne, va chercher ce que j'ai besoin. Fait que pour être capable de travailler avec le reader, il faut être capable de déplacer le curseur. Puis une fois que le curseur est déplacé, ça va être d'aller chercher sur cette ligne-là une information spécifique que j'ai besoin. Donc, j'ai ma commande, je l'ai exécutée. Là, ça va être le temps de travailler avec le SQLite Reader. Donc, si on le regarde ici, là, lui, là, il y a un paquet de différentes méthodes là, okay, pour aller comme faire plein de choses. Nous autres, on va aller voir comme les plus importantes de la gamme. Fait que la première chose, ça va être de travailler avec le curseur de cette réponse-là, de ce reader-là. Fait que pour faire avancer le curseur, on va avoir une première méthode qui va être la méthode read. Donc, la méthode read, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle va faire avancer le curseur d'une ligne de plus. OK? Donc, une fois que je fais read, je peux aller regarder cette ligne-là. Fait que le principe, c'est, je peux faire reader.read. Si je regarde, ça va avancer okay, à la prochaine ligne de notre liste de résultats. Au début, il n'y en a juste pas de sélectionner. Après le premier read, je suis capable d'aller comme sélectionner la première ligne. Donc, après le premier read, ça va sélectionner le premier élément. Une fois que le curseur est positionné, pour aller chercher de l'information hein, des différentes colonnes, je vais aussi utiliser le reader, puis je vais utiliser les méthodes get. Donc, le get va me permettre d'aller chercher un type de données spécifique. OK, donc, je peux voir ici, j'ai un get char, j'ai un get double, j'ai un get int32, j'ai un get string quelque part. OK? Donc, le principe, c'est que dépendamment de la colonne que je vais aller chercher, je vais aller chercher le type de cet élément-là. Fait que, mettons, je vais aller chercher le nom de l'auto. OK? Donc, c'est un string. Fait que je fais get string. Puis, le get string va avoir besoin de un paramètre. OK? Donc, le get string a besoin de un paramètre, ce qu'il appelle l'ordinalité, là, qui est en fait le numéro de la colonne auquel l'information se trouve. Parce que quand je fais juste dire get string, il ne sait pas c'est quel string aller chercher. Hein? Fait que moi, il faut que je dise va à cette colonne-là, puis va le lire
comme si c'était un string. Fait que dans notre cas, cet élément-là, c'est la deuxième colonne, hein? Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Puis avec ça, Je pense 0, 1, 2, non? ah oui, tu as raison, ça commence à 0. Tu as bien raison. Oups, ça fait que c'est 1. Wow. On va peser sur le bon bouton. Je peux dire ça, ça. OK. Dans notre cas, 0 c'est le ID, 1 c'est le name, puis 2 c'est le price. Fait que si on affiche fait que si on regarde, j'ai fait un select, j'ai eu mon résultat dans un reader, je sélectionne la première ligne avec le read, je vais chercher l'information, puis là, je peux aller travailler avec, comme si c'était n'importe quoi, je peux voir que c'est bien la première information que j'ai spécifiée. Si je refais ça, donc même principe au début, on fait un read, on va chercher l'information, je l'affiche, ça l'affiche. Puis là, je fais un autre read. Mais quand je fais un autre read, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va se déplacer d'une ligne. Donc, j'étais à la première ligne, je fais un deuxième read, ça le descend, ça va aller chercher la deuxième information, puis à ce point-là, je peux aller la rechercher avec la même méthode, va chercher le string qui est à la colonne numéro 1, qui est le name, puis je peux aller commencer à travailler avec. Là, évidemment, de faire ça en copier-coller, ça sonne peut-être comme pas la meilleure des idées. Puis, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec ça? Ben, si on regarde read, ça retourne un booléen. Le booléen qui va dire true s'il reste des lignes, faux autrement. Fait que ça me permet en fait d'utiliser ça à l'intérieur d'une boucle pour se faciliter la vie. Fait que si je prends ça, on va garder notre commande. Pas besoin de ça. Ouais. Fait que j'ai ma commande, j'ai mon reader, puis on va lire la prochaine ligne tant qu'il y en a une, hein, parce que le while va travailler tant que c'est vrai. Donc, tant qu'il reste des lignes, ça va aller chercher, puis là, ici, ça l'affiche directement les informations du résultat que je peux complètement travailler avec. Donc, je peux traiter ça de manière directe à l'intérieur de ma base de données avec le Data Reader. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Fait que c'est ça qui nous permet d'aller lire les informations. Une dernière chose qu'on est capable de faire avec le reader, avant de faire les reads, ou en fait en milieu, ça ne dérange pas, on a des métadonnées, hein, des données des données. Là. Donc, je peux aller chercher, admettons, les noms des différentes colonnes avec le getName qui me permet
d'aller prendre des numéros de colonne, puis qui va me donner le nom de la colonne. Fait qu'ici, on peut voir qu'on a fait notre ajout d'éléments, puis on a fait une requête qui allait avoir plusieurs informations, puis on a réussi à faire afficher les différents éléments, donc les différents noms de colonnes en premier. Après ça, on a fait notre requête, puis on est capable d'afficher les éléments de chacune des lignes en allant chercher en fait 3 get, un pour le ID, un pour le nom, puis un pour le prix derrière. Excellent. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Super. Fait que ça fait le tour de ce que je voulais regarder avec vous par rapport à une première utilisation d'ADO.NET avec SQLite. Ça nous apporte à nos exercices d'aujourd'hui. En fait, il y en a juste un. Donc, on te demande de refaire un nouveau programme qui va créer une nouvelle table, qui va avoir une liste de clients avec un ID, un nom, une adresse, un solde. On veut ajouter des clients. Okay? Essaye de le faire juste avec une commande, mettons, voir le résultat. Puis après ça, je te demande de faire une saisie au clavier qui va demander les informations d'un client, en rajouter un dernier. Puis après ça, je te demande d'afficher le nom des clients dont le solde dépasse 100 $, que vous avez établi quand vous avez créé les différents éléments. En plus de ça, si vous ne l'aviez pas fait non plus, on a l'exercice du Entity Framework avec lequel on s'était laissé. Donc, si vous avez travaillé sur le devoir, puis vous n'avez pas fait l'exercice, c'est le temps de compléter ça. Donc, on va travailler sur les différents exercices pour une deuxième partie de la période. Puis, on va se retrouver pour, nous autres, on s'était dit midi, pour être capable de corriger ça tout ensemble. Donc, j'ai quelqu'un qui me demande de pouvoir ouvrir des salles en question en groupe, ça va faire plaisir, mais juste avant, je vais arrêter l'enregistrement puis aller le mettre sur YouTube le plus rapidement possible. Après ça, je vais réouvrir la salle de Zoom comme d'habitude. Mais après ça, je vais pouvoir ouvrir des salles à l'intérieur. J'ai une autre question aussi de Saïd. Oui, c'est juste, est-ce que tu peux donner une petite analogie entre ce qu'on a fait pour l'entité framework et l'ADO, c'est comme une petite nuance, une petite analogie entre les deux. Ben oui, certainement. Parce qu'on voyait, comme je vois, c'est pas les deux utilisent comme le Microsoft SQLite. Oui. Comme donc, le principe ici, c'est que le ADO.NET, c'était la première librairie qui a été développée pour travailler avec des bases de données. OK? Donc, le principe, c'est que ça travaillait beaucoup avec le principe de la base de données elle-même. Hein? Donc, on voit qu'on a une connexion, on a des commandes, puis il faut que moi, j'écrive du SQL. Hein? Je n'ai pas le choix, là. C'est tout du SQL qu'il faut écrire, puis dealer avec si ça a fait une erreur au niveau du SQL. Le principe du Entity Framework, c'est de faire abstraction du langage SQL directement. Hein, si on retourne voir les exemples du Entity Framework, et mettons, on va voir l'exemple final qu'on s'était fait donner. Là. Le principe, c'est que lui va avoir une représentation en orienté objet. Hein? Puis, cette représentation-là en orienté objet, je vais pouvoir l'utiliser directement dans mon code. Donc, le principe ici, c'est que le Entity Framework a été créé après le ADO.NET.
pour être capable de créer des programmes qui ne travaillent seulement avec la représentation de orienté objet. Tandis que le ADO.NET, en fait, c'est une plus vieille technologie qui demande les connaissances de SQL pour être capable de travailler purement avec des transactions SQL. Si on regarde ici, là, on a fait, oui, on a travaillé avec des objets de la librairie, là, mais la représentation des autos, là, il n'y a pas d'objet auto. Là. C'est purement des données avec des types, OK, de très bas niveau, on dirait. Là. Donc, la distinction entre les deux, c'est que le ADO.NET est fait pour soit le monde qui sont plus habitués ou adaptés au langage SQL, puis qui sont prêts à faire plus de minutie, okay, parce qu'il y a beaucoup plus de stock à faire. Puis le Entity Framework, lui, a été développé par la suite pour que des ingénieurs logiciels puissent utiliser des techniques modernes de programmation, la programmation orientée objet, pour être capable de travailler avec une base de données sans avoir à utiliser le SQL. On utilise les méthodes. On utilise les méthodes des Exactement. classes et tout. Exact. Et derrière, c'est lui qui fait le SQL. Ben c'est ça. En fait, le Entity Framework, derrière, qu'est-ce que lui, il fait? Lui, il utilise le ADO.NET pour le faire pour nous. Ouais, c'est juste qu'il le fait automatiquement. C'est ça. Non, merci, Hugo. Super. Fait que, est-ce qu'on a... tu sais, puis dans la prémisse du cours, le principe, c'est que on n'avait pas le temps de tout voir. Là, fait que j'avais coupé en fait l'ADO.NET en disant comme c'est comme l'ancienne version, puis comme la version la plus moderne, Hugo, la version finale, c'est l'Entity Framework. Ouais. Juste, est-ce que après les examens, est-ce qu'on peut avoir un exemple, l'Entity Framework avec Oracle ou avec SQL Server? Oui, quand on va le faire dans la semaine du 15, là, on va faire l'Entity Framework puis ADO.NET avec différentes bases de données. On va voir en fait que la prémisse va rester la même, hein, parce que le principe, c'est que la seule distinction quand on travaille avec les deux, ça va être comment est-ce qu'on se connecte. Puis on va voir ici que cette partie-là, où c'est qu'on fait le on-configuring, là, ben, c'est ça qui va changer de la même manière que ça va être juste le connection string qui va changer avec le SQLite puis ADO.NET. D'accord. Donc on va voir les deux. Exact. Merci. Parfait. Donc, ça fait le tour de qu'est-ce que je voulais voir avec vous de la partie magistrale. Les 2 prochaines heures sont consacrées pour faire l'exercice d'ADO.NET, faire l'exercice du Entity Framework si ce n'était pas déjà fait. Puis nous, on se rejoint à midi pour faire la correction de ces 2 éléments-là. Puis après la correction, ben, ça va être la fin du cours. Puis je vais aussi mettre en ligne les 2 solutions sur Leia.